Et c'est parti pour le coup tordu, le 361e épisode du coup tordu, le coup tordu. Ici on parle vélo, ici on parle cyclisme, le coup tordu. C'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je sais qu'il y a plein d'habitués, plein de fidèles qui sont là à l'écoute du podcast le coup tordu. Et puis je sais aussi qu'il y a plein de nouveaux qui nous rejoignent. On est en plein cœur de la 3e saison du coup tordu. On fait des analyses de courses, des previews. On essaye un petit peu d'analyser, d'anticiper ce qui va se passer. Et donc là on se retrouve pour la preview de la deuxième étape de la Vuelta 2025. On ira faire un petit tour également du côté du Renault Tour pour l'analyse et pour la preview de la toute dernière étape. Et pour donc cette double preview, on va quand même plus axer sur l'Espagne et sur la Vuelta. Le plus passionné des passionnés qui est dans la place, Monsieur Thibaut, alias Latib. Bon, ça va Thibaut ? Ça va très bien mon cher Vincent. Parfait Thibaut. Moi j'ai envie de te dire, est-ce que finalement, parce que si on analyse les courses qu'on a eues aujourd'hui, à la fois la première étape du Tour d'Espagne qui était quand même, je pense que tout le monde sera d'accord, indigne de l'ouverture d'un grand tour. On peut faire des trucs pour les sprinteurs, mais enfin l'étape de Lille sur le Tour de France, c'était quand même beaucoup plus sympa. Même ce qu'on avait eu au Danemark il y a 2-3 ans, même si c'était vent de face, c'était quand même beaucoup plus sympa. Là, il y avait même pas il y avait rien quoi. C'était un sprint plat. Du côté de l'Allemagne, on a vu les UAE qui ont roulé pendant 90 bornes pour finalement pas grand chose. Et du côté de la Belgique, pareil, on s'attendait à un scénario un petit peu plus nerveux sur le Renault Tour, et puis finalement ça a été assez calme avec une victoire de l'Afcoy. J'ai envie de te dire finalement, Thibaut, est-ce que le plus important et le plus intéressant finalement aujourd'hui est pas un petit peu ce qui est en train de se passer du côté du Tour de l'avenir et qui est en train de peut-être préfigurer le cyclisme de demain, si on anticipe déjà l'après Vingegaard, Pogačar, Remco Evenepoel? Olafkoy est champion d'Europe, Vincent? Pourquoi Olafkoy est champion d'Europe? Je sais pas, t'as dit que du côté de la Belgique, Olafkoy avait gagné. Non, Tim Merlier. Ouais, j'ai dit Olafkoy, non, Tim Merlier qui a gagné. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, on s'attendait à un truc un peu plus. On savait que ça serait moins le bordel que sur l'étape d'hier, sur le Renault Tour, que sur l'étape 3. Mais voilà, c'était un petit peu la paix des braves quand même, cet après-midi, on va dire, sur toutes les courses. Sauf l'Allemagne, mais bon, voilà. Non, en vrai, il faut bien parfois un peu de calme, on va dire. C'est bien, mais les coureurs, c'est pas de la chair à canon. Et c'est James qui le disait. Oui. Sur une course, je crois que c'était un peu en privé, sur le Tour de Pologne, beaucoup râlaient sur certaines étapes où le peloton réagissait pas comme il aurait fallu sur certains profils, mais c'est vrai que les mecs ils courent de bout en bout toute l'année à des rythmes infernaux, donc ils ont droit à un peu des journées off, tu vois. Donc c'est pas mal aussi qu'un grand tour commence aussi de manière assez très calme. Et pour le coup, c'est peut-être l'une des seules fois où une étape d'ouverture d'un grand tour se termine sans chute, et c'est assez exceptionnel. Donc là, on peut souligner peut-être aussi le fait que souvent ces chutes sont dues à la nervosité du peloton, un peloton beaucoup trop nerveux, et que c'est pas que la faute des organisateurs qui te tracent parfois des trucs indignes, des trucs qui sont un peu techniques, parce que là il y avait quand même pas mal de ronds-points, pas mal de sources de nervosité, et au final on n'a pas eu tant de mouvements assez dégueulasses et qui ont mené à des chutes. Donc faut aussi parfois remettre en question l'état du peloton. Et pour répondre à ta question, oui, le plus excitant peut-être et le plus surprenant, ça a peut-être été le Tour de l'avenir. On s'attendait à ce que même sur ce prologue d'une courte distance, Paul Sexas écrase la course et finalement il est dans la même seconde que Lorenzo Finn. Ah ouais, on s'attendait, parce que moi j'avais pas analysé le truc, on s'attendait vraiment qu'il mette une tôle aux autres. Ah oui. D'accord. Oui, tout le monde s'est accordé là-dessus, à penser que il allait déjà frapper un gros coup sur la table, et là le fait qu'il soit dans la même seconde, ça c'est pas un petit revers, mais regarde le reste de la concurrence. Le reste de la concurrence est relégué à au moins 7-8 secondes. Des gros concurrents le sont à 8-9, donc c'est pas une tôle, mais sur 3 kilomètres, ça représente déjà quand même un petit pécule, et donc du coup ça représente quand même le gap qui sépare les autres de Paul Sexas, et Lorenzo Finn est dans la cour pour le moment de Paul Sexas.
Est-ce qu'on sous-estime pas en France du côté de la famille Mullier, du côté du fameux projet Décathlon, à savoir faire gagner le Tour à Paul Sexas pour 2030. Si en 2030 il est encore dans l'équipe des Mullier Saadé, finalement le calcul il est assez simple. Je pense qu'ils estiment que Pogačar sera plus dans le peloton d'ici 5-6 ans, que Sexas va arriver à son prime à peu près à ce moment-là, que Vingegaard, que Remco, soit ça sera déjà à la retraite, soit ça partira. Donc le calcul il est plus simple. Enfin, il est assez simple, mais est-ce qu'ils oublient pas un truc dans leur calcul, que finalement le plus gros danger, est-ce qu'on oublie peut-être, parce que nous quand on se projette en France, on réfléchit à quoi? On se dit à un moment donné Sexas dans quelques années va passer Pogačar, donc ça sera bon. On regarde devant, mais peut-être le problème qu'on a, c'est qu'on regarde peut-être pas derrière, et peut-être que des Paul Sexas en construction qui ont 15, 16, 17 ans, il y en a peut-être 10 ou 15 en réalité dans le monde. Ouais, non, quand même. C'est peut-être pas, mais parce que Paul Sexas, c'est quand même un sacré talent qu'on n'a pas beaucoup vu chez les juniors dans son profil. Donc ouais, mais oui, il y a quand même du monde qui est déjà là et qui est en formation, qui arrive. Isaac Del Toro. Et puis on a d'autres coureurs qui sont en devenir, et je pense à certains coureurs espagnols qui commencent à se montrer et qui sont du côté des cadets juniors. Donc attention, Paul Sexas est un phénomène du moment, mais c'est sans doute pas un épiphénomène comme tu le dis. Ah non, je dis pas que c'est je dis pas du tout que c'est un épiphénomène. Je dis simplement que peut-être je vais pas te dire certains sous-estiment un petit peu la tâche, mais aujourd'hui les mecs qui arrivent, je veux dire, ils savent comment s'entraîner, ils connaissent les capteurs de puissance. Enfin, je sais plus qui disait, je crois que c'était Philippe Gilbert qui disait ça, Thomas Voeckler qui disait ça. Il disait aujourd'hui n'importe quel cadet s'y connaît mieux en entraînement, en nutrition. Globalement, il sait faire le métier. Il dit mieux que n'importe quel coureur professionnel quand moi j'étais au milieu de ma carrière. C'est ce que Vauclair expliquait. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des mecs à l'heure qu'il est qu'on ne connaît pas, tu vois, qui vont arriver dans les mois qui viennent, et qui je veux dire, peut-être que pour Sexas, le danger se situe plus derrière que devant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident non plus qu'il arrive dans un trou générationnel. Oui, les mecs, on va pas se mentir, avant ils avaient quand même tout à apprendre. Ils avaient le b.a.-ba du cycliste professionnel, et c'était vraiment de l'entraînement à la nutrition, à la récupération. Maintenant, c'est limite juste à savoir comment se comporter dans un peloton et comment gérer une semaine, 3 semaines de course. Mais pour le coup, pour tout le reste, les mecs ont la maîtrise depuis qu'ils sont tout jeunes. Et ils sont aussi professionnels que l'était Thomas Voeckler au milieu de sa carrière. Peut-être, il disait peut-être même plus, quoi. Donc c'est, ouais. Enfin, en tout cas, on va surveiller tout ça. On va voir un beau tour de l'avenir. Thibaut, on va attaquer avec cette preview de la 2e étape du Tour d'Espagne. Et écoute, je te laisse la main pour le parcours, même si c'est assez simple. C'est assez simple, c'est une étape italienne tracée dans l'esprit espagnol, c'est-à-dire une sacrée course de côte. Donc la question sera plus de savoir est-ce qu'on, du côté des Alpecin, on défend le maillot, on roule derrière une échappée, on laisse personne prendre trop de marge, mais on sait qu'on va perdre le maillot rouge, mais par honneur, on roule quand même, ou est-ce qu'on laisse un scénario ouvert et du coup c'est aux autres équipes de maîtriser. Et là, il faut savoir qui va essayer d'aller chercher cette étape pour savoir si le scénario est vraiment ouvert en 50-50, à savoir peloton ou échappée, ou si non, c'est une tendance beaucoup plus élevée pour le peloton parce que les écarts sont encore ténus au classement général, et puis il y a une occasion de victoire assez nette sur cette montée sèche pour les punchers surtout. Donc, je pense qu'il y a une équipe qui est quand même tout désignée pour prendre la chasse à son compte, c'est au moins la Q36.5. Oui, on est d'accord. Mais toi, tu penses vraiment que l'échappée a une petite chance sur cette étape? Je pense que honnêtement, ça aurait pu être ouvert, mais t'auras quand même pas mal d'équipes de sprinters qui vont être de sprinters punchers, de punchers purs, qui vont être intéressés pour maîtriser la course et aller au bout. Le profil suggère une potentielle ouverture, surtout avec Philipsen qui a le maillot rouge, mais faut voir ailleurs.
faut voir ailleurs et faut voir les équipes qui vont contrôler. Donc je te dis que ça pourrait être ouvert, mais pour moi ça reste fermé et c'est une très grosse tendance pour le peloton. Ah oui, pour moi aussi ça paraît complètement lock, hein, même si Alpecin en arrivant demain matin ils disent non mais on va absolument pas défendre. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont vouloir rouler pour aller chercher quelque chose. Moi je coche au moins 3 ou 4 équipes. Un petit mot de la météo, Thibaut ? La météo sera assez couverte sur le départ. Il y aura plus de pluie. Il y en avait peut-être un peu qui était prévu dans la région, mais c'est des petites averses, on va dire, mais ça se calme vers midi et puis après, plus t'avances dans la journée, plus ça se découvre. Donc c'est plutôt tranquille et on a un léger vent de nord, donc qui sera plutôt puissant du coup sur cette journée, mais il est léger aussi, entre 8 et 9 km/h. Pour la dernière ascension, donc le Limone Piemonte, donc on voit un petit peu partout sur les graphiques qu'on est sur un deuxième catégorie, une ascension de 10 bornes à 5,2% de moyenne, mais ça j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un graphique en trompe-l'œil ? Est-ce que ce graphique n'est pas un petit peu de la guignolade ? C'est-à-dire un graphique en trompe-l'œil. Qu'est-ce que tu veux sous-entendre par là ? Moi, je le vois pas du tout comme ça, c'est-à-dire que jusqu'au 5e kilomètre de l'ascension, on a un pourcentage moyen d'à peu près 3,5%. Donc globalement, on est sur du faux plat montant, sachant en plus, on en parlait hier hors podcast, on n'a pas d'ascension sur la course, on est vraiment sur une course de côte, donc on n'a absolument rien pour fatiguer les coureurs. Donc moi, si tu veux, mon analyse, c'est que on va même monter, même à la limite, allez, t'as entre le 5e et le 6e kilomètre, t'as des petits pourcentages à 6-7%, mais derrière, on revient entre le 6e et le 7e kilomètre sur du 4%, donc sur quelque chose de correct. Donc pour moi, la réalité, c'est qu'on est sur une ascension de 4 km, 3 km 9, entre 6 et 8,5%, et globalement pour moi ça se rapproche sur un effort de puncher, vraiment puncher, hein, tu vois, même pas puncher grimpeur, et globalement un effort pour des mecs forts sur bien sur des efforts de 10 minutes. Moi c'est comme ça que je résume l'histoire. Donc c'est pour ça que je te dis ça, parce que quand on regarde le graphique, on peut se dire ah vas-y, ascension de 20 minutes, 25 minutes, mais en réalité pour moi le temps d'effort requis pour être performant sur cette ascension est beaucoup plus court que ça. Ouais, je suis d'accord, et je dirais même qu'en fait l'ascension se résume presque aux 1,8 derniers kilomètres qui sont à 7,1%. Oui, parce que c'est là où effectivement c'est là où en plus on reprend un petit peu des même pourcentages. Même s'il faut noter que sur ce kilomètre 800, le premier kilomètre est à 8%, et puis après ça commence quand même à se radoucir, et que si les graphiques te disent 6,8% officiellement, t'as quand même des passages qui sont à 4% à peu près, 4-5%, et ça se radoucit. Honnêtement, quand je regarde les images Street View, des fois j'ai des pourcentages qui s'affichent, mais pour moi, on est plus proche du 3-4%, et à certains moments, notamment les derniers hectomètres, on est sur du 2,5-3%, quoi. Donc ça paraît moins, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça paraît moins compliqué que ce que ça n'y paraît. Limite presque, elle est presque puncher sprinter, presque. Ah, mais t'as même un léger replat à un moment, hein, mais enfin c'est très très court. Mais honnêtement, la pente, elle est pas si, je la vois pas si prononcée que ça. Hein. La route est large, ou on est sur un truc où il va y avoir une grosse bataille de placement? Non, la route est large. De toute façon, sur l'article Vélo Futé, j'ai mis le replay de la dernière montée, de la dernière fois où ils l'ont monté. Ça date quand même, hein, Giro 2002. Mais t'as la montée, donc tu vois à peu près le type de coureur qui peut aller s'imposer là-dessus. Et puis, enfin, non, c'est large, il y a ce qu'il faut. Alors, Giro 2002, c'était l'étape 5. Et le vainqueur a été pris par la patrouille. Stefano Garzelli. On avait quasiment la même étape. Ils avaient quand même mis un petit talus, un sacré talus en amont de l'ascension, qui aurait pu changer pas mal de choses. Un talus de 2,7 km à 12,1%. Bah, tu vois, celui-ci, il l'aurait mis en amont de l'ascension.
ça aurait quand même changé énormément de choses. Mais ok. Alors, moi, Thibaut, j'avais une question aussi, tu vois, un peu stratégique. On sait que mercredi, on va avoir un contre-la-montre par équipe, que logiquement, lundi et mardi, sur les étapes suivantes, donc sur l'étape 3 et sur l'étape 4, il ne devrait pas se passer énormément de choses. On devrait plutôt... l'étape de lundi, c'est sprint ? Ouais, c'est sprint, ouais. Oui, c'est sprint. Oui, hein. Oui, c'est ouais, sprint punchy, on va dire. et l'étape de mardi, c'est sprint réduit. Et l'étape de mardi, oui, voilà. Alors, est-ce que dans... C'est le départ qui est handicapant et qui va en faire sauter certains, et certains vont avoir pas mal de chasse, voire toute une étape de chasse dans le groupe Eto, mais sinon c'est sprint réduit. Du côté de Voiron. Alors, du coup, c'est peut-être la seule étape où on va dire on peut pas faire des écarts, mais on va dire un petit peu se placer au classement général. Est-ce que dans l'optique du contre-la-montre de mercredi, à savoir qu'on va partir dans l'ordre inverse des équipes classées au classement général, donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu les temps de référence des adversaires. J'ai regardé, j'ai essayé de faire des projections météo, on est encore assez loin, mais visiblement au niveau du temps, il devrait pas y avoir d'avantage ou d'inconvénient à partir au début et à la fin. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence météo, donc c'est mieux de partir en fin de start list, parce qu'en plus, si jamais on se retrouve en tête, on peut se retrouver un petit peu comme Søren Warelschuld sur le Tour d'Allemagne, assis sur une chaise à attendre un petit peu, à regarder les trains passer. Au niveau de la récupération, c'est pas ce qui est de plus optimal, surtout en début de grand tour. Donc est-ce que du côté des Visma et du côté des UAE, on n'a pas intérêt, alors si c'est pas Vingegaard et Almeida, est-ce qu'on n'a pas quand même intérêt à essayer de placer des mecs pour avoir le meilleur classement général possible au Team Classification, pour avoir la meilleure position possible au moment de ce contre-la-montre? Pas sûr qu'ils calculent comme ça, honnêtement. Tu penses pas? Je suis même pas sûr. Non, je pense pas que ce soit un paramètre qu'ils prennent en compte. Ok, donc dans ce cas-là, Joao et Jonas n'ont absolument aucun intérêt à aller chercher le maillot sur cette étape, parce que bon, ouais, ça serait un petit peu bouffer de la récup et user les équipiers pour rien. Donc on va se retrouver on va dire un sprint en pente. Alors là, Thibaut, route large, il va donc aussi avoir une importance des trains, et c'est intéressant à analyser. Alors pour toi, dans cette situation, dans cette configuration un petit peu atypique, quelle est l'équipe qui a le meilleur train? Question intéressante. Honnêtement, c'est les Émiratis. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'il la jouerait pas pour Ayuso ou pour Vine? Vine, faudrait qu'il attaque un peu de loin. Ouais, un peu comme ce qu'il a fait en début de saison, du côté de la Romandie. Ouais. Sinon, c'est Ayuso. Pourquoi pas? Après, le truc, c'est qu'en fait, t'as pas mal. Oui, il y a Ayuso et Almeida. Hein. Almeida, sprint, ouais. Pourquoi tu le sors du jeu? Souviens-toi de l'étape qui remporte. Non, pas qui remporte. Il remporte dans le peloton derrière Quinn Simmons sur le Tour de Suisse. Là, les punchers qu'il a battus. Hein. Almeida, au punch, il a un sacré coup de poing. Hein. C'est vrai. Après, le seul truc qui me douche, c'est que le dénivelé global de l'étape, pour moi, il est pas assez compliqué pour que UAE réussisse à épailler tout le monde. C'est vraiment... Non, je pense pas. C'est vraiment trop simple. Et puis le fait est que je pense pas que ce soit une équipe qui roule plein fer sur toute la montée. Et pour moi, ça va vraiment se concentrer et commencer à un petit placement, on va dire, avant l'amorce des 2 derniers kilomètres. Mais les 10 kilomètres de montée se rouleront pas plein fer. Donc je suis pas sûr que ça les avantage tant que ça. Alors, qui pour prendre la main dans cette montée? Donc tout à l'heure, tu nous parlais des Q36.5. Alors la question, la fameuse question pour que tout le monde se pose. Est-ce que pour toi ça passe pour Mats Pedersen? D'accord, parce que Ticcone a dit en interview qu'il avait coché cette étape aussi. Hein. Oui, il a coché cette étape. Ça peut rester un plan B, mais si Mats Pedersen passe, honnêtement, faut aller le taper. Hein. Quand tu vois, par exemple, le sprint qu'il a tapé sur la montée de Vicenza, qui était compliqué, un sprint au lactique. Bon, certes, il n'y avait pas autant de montées avant, évidemment, vu que c'était une montée beaucoup plus courte,
mais ça reste un sprint en boss où il s'est fortement exprimé. Il est parti dans une filière peut-être où on ne l'attendait pas. Quand tu te souviens de comment il grimpait en début de saison du côté de Paris-Nice, et je vais même te donner un souvenir où certes il n'a pas gagné, mais il a fortement étonné. Est-ce que tu te souviens du critérium du Dauphiné de l'année dernière, l'étape que remporte Magnus Cort Nielsen? Écoute, alors là, comme ça, c'est pas ce qui me revient forcément à la tête. Le col de la Loge, et ça faisait que grimper, c'était par intermittence. C'est l'étape où Armirail, à un moment, dans le groupe de tête, attaque et il est repris sur la fin. Ouais, je me rappelle maintenant. Mats Pedersen, dans la première montée, il était phénoménal, hein. Ça a grimpé très vite, hein. Tu reprends les fichiers par exemple d'un coureur comme Vergalito, c'est du 415 watts. Tu reprends un fichier comme Carlos Verona, c'est du 430 watts, hein. Le Mats Pedersen, il a poussé énormément dans cette première montée où ça avait roulé déjà plein fer dès le pied avec Quentin Paché. C'était la côte de Saint-Georges en Cousan. Et cette montée, elle n'a pas été du tout escamotée, hein. C'était 7,4 km à 5,7%. C'était un peu plus, on va dire, roulant. Il y a moins de portions de 2 km à 7% et quelques. Mais là où Mats Pedersen a pété après, c'est dans la deuxième portion de montée où tu avais justement ces pourcentages-là. Sauf que ce qui l'a oxy, en fait, c'est cette portion de replat entre les deux difficultés. Mais sans la portion de replat, on est vraiment sur un effort lissé où Mats Pedersen rentre totalement en jeu. Et si en fait tu veux faire sauter Mats Pedersen, t'as intérêt de t'y appliquer et de mener un gros train dès le pied. Et je crois pas. Donc du coup, il sera présent dans ces 2 derniers kilomètres. Et honnêtement, 1,8 km à 7,1%, je vais pas trahir de secret, ceux qui l'auront vu. Mais Julien Bernard le disait, hein. Bon courage pour faire sauter Mats Pedersen. Alors justement, est-ce que ça pourrait pas être la stratégie inverse, à savoir que les équipes laissent un petit peu les Lidl Trek assurés dans l'ascension, et derrière on met un énorme coup de collier à 2 km de l'arrivée pour le faire sauter en fait. Tu le feras pas, tu le feras pas trop reculer, tu le feras peut-être reculer sur la fin du kilomètre à 8%. Mais après, je t'ai dit, la pente sera adoucie. Donc, Mats Pedersen va retourner dans le jeu, en fait. Et là où ça peut pêcher pour Mats Pedersen, c'est le fait que dans les derniers hectomètres, il soit oxy. Mais pour moi, il est présent pour la gagne. Non, et c'est vrai qu'il a fait des progrès il a fait des progrès hallucinants en ascension. D'ailleurs, c'est ce qui lui a fait peut-être perdre aussi un petit peu sur sprint plat cette année. Mais oui, non, il est totalement capable. Donc voilà, donc une ascension pour toi. Voilà, les Lidl Trek qui vont un petit peu mettre la main sur le ballon et entre guillemets essayer d'amener Mads sur sa filière, et ça va être très compliqué pour les autres équipes de contrer ça, sauf si les Visma ou les UAE s'y mettaient, mais n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire, quoi. Honnêtement, je pense que les Lidl Trek, c'est assez inscrit comment va se passer leur étape, hein. Ils vont peut-être aider les Q36.5 à rouler, parce que mine de rien, s'ils ont Mats Pedersen, ils sont aussi Giulio Ciccone qui peut aller s'imposer. Donc autant rouler, mais le pied de la difficulté, ils vont prendre les choses en main. Ils vont prendre les choses en main pour mettre un tempo, mais mettre un tempo qui reste supportable pour Mats Pedersen. En fait, c'est un faux tempo, un faux rythme pour dissuader un peu les adversaires d'attaquer, les adversaires de prendre le manche, mais un rythme qui sera convenable pour Mats Pedersen. Ok Thibaut, écoute, on va basculer sur les pronostics. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Je ne l'avais pas dit depuis le début du podcast, je le dirai à chaque épisode. Le conseil du coup tordu, c'est de faire du management bankroll. Et puis les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et ceux qui viennent écouter le coup tordu, je sais qu'il y en a qui font du fantasy, qui jouent absolument pas aux jeux d'argent. Et on ne vous incite pas à mettre de l'argent si vous le faites. D'ailleurs aujourd'hui on en reparlera, mais il y a un article qui est sorti dans le Parisien. En plus, si vous jouez des sommes et que par hasard vous réussissez à gagner, ils vous fileront pas votre argent parce qu'il y a un truc de taux de retour aux joueurs. Enfin voilà, c'est compliqué
compliqué. Donc vraiment, même si vous mettez de l'argent, mettez vraiment des petites sommes. Vous allez jamais vous prendre la tête, vous resterez en ludique. Et puis voilà, si vous êtes bon, vous réussissez à gratter un petit billet et vous prendrez pas la tête dans des histoires. De toute façon, on ne devient pas riche avec les paris sportifs. Hein. C'est en tout cas pas en France. Ça après, je l'entends. Hein, si vous voulez partir à l'étranger, vivre une autre vie quelque part dans un paradis fiscal avec une meilleure fiscalité, ça éventuellement, il y a des mecs qui arrivent à le faire, mais en France, ce n'est pas possible ou quasiment pas possible. Donc voilà pour le petit instant prévention. Et donc Thibaut, quel est ton ou tes pronostics pour cette deuxième étape de la Vuelta? Je te poserai plutôt la question. C'est toi, quel est ton pronostic? Parce que tu as la faveur des pronos. Moi, je ne serai totalement pas paris sportif dans ce podcast sur cette Vuelta. Je serai pronostic, oui, tu as raison, mais entièrement pas paris sportif. Donc je te laisse la main sur ça et je te dirai mon avis après. Écoute, pour moi, il y a des profils qui se dégagent vraiment, encore une fois, étape puncher. Donc Pedersen, je suis d'accord avec ton analyse, je le mets complètement dans le jeu. Vingegaard, donné vainqueur par le Boukref à 4,75. Pour moi, c'est pas assez dur, il va pas gagner, donc ça laisse des values derrière. Alors Pidcock, c'est un choix qui est complètement cohérent. Il est 3e favori à 7,5. Ciccone aussi, ça peut également. Pour moi, j'aurais plutôt mis Pidcock en favori sur cette étape, mais pas en gros favori. Pour moi, il y a des profils qui ressortent et qui sont quasiment à égalité. L'Angelotti, je l'aurais mis quasiment à la même cote que Pidcock. Pidcock est à 7,5, l'Angelotti est à 19. Pour moi, en plus, l'Angelotti a l'avantage d'avoir une meilleure équipe, même si, attention, Q36.5, il y a le Fer Kristen. C'est loin d'être pourri, mais enfin, Ineos, on arrive quand même très, très équipé. Donc L'Angelotti, Pedersen, le 3e qui me plaît, j'ai un peu fouillé quand même. Finn Fisher Black, il s'est préparé, Thibaut, même s'il a pas fait grand chose depuis le début de l'année. Il y a eu un petit résultat sur le Tour de Pologne. L'abandon à la dernière étape, c'était un abandon stratégique en vue de la préparation pour la Vuelta. Il a coché cette étape et ça, un FFB en forme, c'est une étape qui correspond complètement à ses qualités. Donc j'ai envie de dire, pour moi, au niveau des codes value, l'Angelotti, Pedersen, Fisher Black. Et puis Thibaut, tu vas me prendre pour un dingue, mais pour un grand malade. Mais si on arrive sur des efforts de 10 minutes, Thibaut, je vais te perdre, je sais que je vais te perdre. Je t'écoute. Ouais, si je te dis Puy de Sancy, Dauphiné 2021. Une ascension un peu dans les mêmes tons que celle qu'on va avoir ce dimanche. Un peu. Oula, tu me poses une colle. Putain, le vainqueur. Je peux même te dire un indice. Voilà, je vais refaire Johan Tritz, je vais refaire le quiz de sa déraille. Je vais même te dire que le vainqueur lève les bras et il se fait sauter par la ligne par un coureur français. J'ai tout perdu. Au Dauphiné. Ouais, Dauphiné. Ouais. Dauphiné ou Paris? Ouais, c'est Dauphiné. Non, c'est pas Paris, c'est bien le Dauphiné. En 2021. J'ai un doute, tu mets le doute. J'ai le doute. Non, attends, 2021. Non, 2021, j'essaie de me souvenir. Attends, ouais. Vainqueur d'étape, mais. Ouais, 2021. Ouais. Non, c'est pas le Dauphiné. Non, alors attends, non, attends, j'ai une connerie. C'est peut-être pas 2021. C'est peut-être 2020. C'est peut-être 2020 ou 2022. C'est peut-être 2022. C'est 2022. 2022, pardon. Je me suis planté d'un an. 2022. Qui gagne. Attends, redis-moi la configuration de course. Il y a sprint en côte, une ascension, voilà, c'est le Sancy, c'est un deuxième catégorie, donc c'est 6,2 km à 5,6% de moyenne. On finit plutôt sur une partie assez plate, on a un sprint à 25 coureurs. On a Wout van Aert qui lève les bras et il se fait sauter sur la ligne. Ah, mais c'est par David Gaudu. Ouais. Attends, tu veux partir sur David Gaudu? Et si, je partirais pas sur David Gaudu. Mais si il avait pas un... Tu m'as fait peur. Non, mais il est sur ma préliste. Et si il y avait ce qu'on appelle le rebond d'altitude, à savoir sur le Tour de l'Ain, il sort de stage, il est cramé. Il l'a dit en interview, des fois il a des rebonds. Gaudu, c'est un mec qui est imprévisible. Moi, tu vois. Alors c'est vrai que dans les discours, il a pas l'air rassurant, miskin. Mais c'est un mec qui est, à la base, Gaudu, c'est un puncher de base. C'est un breton. Il y a pas de montagne en Bretagne. De base, c'est un puncher qui a travaillé à la montagne. Mais de base, Gaudu, c'est un mec qui est fort sur les efforts de 10 minutes. C'est cette course-là, de base, c'est son ADN. Moi, il y a 2 Groupama qui me plaisent, Gaudu et Mollard. Alors Mollard, oui. Par contre, je vais t'en cracher un si tu vas sur Gaudu. Non, mais je quitte ce podcast, c'est fini. Merci, au revoir, on se quitte là-dessus. Merci David Thibaut. Gaudu. Non, arrêtons. Non, honnêtement, Vincent,
Non, mais Je te dirai des choses en off que je ne peux pas te dire dans ce podcast, mais d'accord. oublie-le. D'accord, ok. Bon, alors j'oublie David Gaudu. Sur ces bonnes paroles, si David Gaudu fait quelque chose demain, je m'en excuserai, je paraîtrai pour un connard. Mais ce que je vais te dire en off, je pense que là, tu vas te dire, bon, ok, d'accord, je vais peut-être me calmer. D'accord. C'est pour ça que je vous ramène Thibaut dans le coup tordu parce que c'est un insider. Lui, il a les infos qu'on n'a pas. Il a les infos qu'on n'a pas, Thibaut. Mais ouais, donc voilà. Donc moi, je suis vraiment Pas autorisé à les dire, pas autorisé à les dire, donc on dira va rien. éviter. Non, mais il y a eu sa conférence de presse et il a dit qu'il venait quand même sur cette Vuelta avec pas de grandes espérances. Ça se passera comme ça se passera. Voilà. Donc bon, c'est pas ouf. Sur le Tour de l'Ain, ils l'ont dit eux-mêmes et du côté de son entraîneur, les chiffres ne sont pas bons. Et de ce que je peux te dire là présentement et qui se rapprochera de ce que je vais te dire après, c'est que les chiffres ne sont pas bons. D'accord. Ok. Mais voilà. Tu vas nous donner tes pronos, Thibaut. Mais moi, je suis vraiment profilé sur ce type de coureur puncher Ascension 10 minutes, quoi. Oui, si tu prends l'exemple de Sancy du Dauphiné 2022 où Wout van Aert s'impose en se faisant sauter sur la ligne par David Gaudu, qui est le profil qui se rapproche le plus de Wout van Aert? C'est Mats Pedersen. C'est Mats Pedersen. Moi, je complètement. vais paraître pour un fou. Les gens vont regarder le profil, vont me dire, mais t'as fumé, Tib. Mats Pedersen, quand tu vois comment il grimpait en début de saison sur le Dauphiné, qui résistait à des grimpes sur le Dauphiné, sur la course au soleil Paris-Nice, qui résistait aux grimpeurs, qui l'a figuré parmi les meilleurs grimpeurs, même sur des arrivées au sommet. Quand tu vois sa forme tonitruante du moment, et moi quand je te dis et que je te rappelle l'étape du col de la Loge sur le critérium du Dauphiné l'année dernière, c'est que sur cette étape on ne voyait absolument pas Mats Pedersen, et quand tu vois le rythme, que tu vois tous les sprinteurs lâchés, que tu vois encore Mats Pedersen qui reste en tête de peloton sur un rythme élevé, hein, et quand je te cite des coureurs qui font entre 8 et 6 kilos de moins, qui font du 430 watts, je te laisse deviner à peu près le nombre de watts qu'a dû sortir Mats Pedersen sur cette montée. C'est un monstre de résistance. Et sur un sprint comme ça, au lactique, où en plus tu auras eu des pourcentages qui se seront radoucis, il aura pu un peu respirer tout en gardant un rythme élevé dans le peloton. Honnêtement, il aura de quoi se replacer et faire parler la poudre. Et puis, en général, un Mats Pedersen qui est un peu heurté après une petite déconvenue comme il a eu aujourd'hui. Ouais. Honnêtement, demain, il risque d'avoir les crocs, et c'est l'important cette montée sèche. Je te citais un exemple la dernière fois en off, et je vais le reprendre parce que c'était l'exemple de Bastos. C'est qu'on est sur une montée sèche, donc tu vas arriver avec énormément de fraîcheur, et c'est peut-être là où on a fait une erreur sur le Tour de Norvège. Enfin, le Tour de Norvège, pardon, l'Arctic Race. Le Tour de Norvège a lieu un peu avant. C'est que on a peut-être mésestimé Strong sur ce type d'effort où il a été d'une résistance formidable, et qu'il a titillé Tom Pidcock, et qui lui a même fait peur. Donc sur ce type d'effort, honnêtement, d'autant plus que ça risque d'être plus court que ce que le profil le suggère, parce qu'on reste sur un faux plat montant avant de rentrer vraiment dans une belle difficulté, mais une belle difficulté qui sera courte, qui sera punchy, et qui rentre dans la filière de Mats Pedersen. Donc moi je l'ai lu totalement pas du match pour la victoire. Ok. Donc ça c'est ton prono, Thibaut, hein, Mats Pedersen. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui te plaisent, que t'as un petit peu surligné pour cette deuxième étape? Il y a pas mal de noms, c'est assez ouvert. Finn Fischer-Black, j'avais pas forcément l'info du Tour de Pologne, j'étais pas spécialement plus, donc je l'ai un peu enlevé des favoris qu'on a mis sur la preview de Vélo Futé. Mais tu remarqueras que j'ai laissé un brief à compléter, et c'est pour son équipe.
parce que quand je vois ce final, quand je vois la composition d'équipe avec Jay Hindley, Aleotti, Ben Swidoff, Matteo Sobrero aussi qui avait été impressionnant sur les montées au Tour de Pologne. Oui. Je me dis qu'il y a quand même un très beau train, et j'ai même pas cité Pellizzari et Finn Fisher-Black. Donc honnêtement, l'équipe elle est séduisante sur le papier pour aller chercher un résultat. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait exprès de la prendre en brief. Ah oui, mais ouais. Mais ouais. Ok, bah écoute, on suivra le brief, mais visiblement, enfin en tout cas, Fisher-Black a dit en interview, c'était sur le, si je dis pas de conneries, c'était sur le site de la Bora que il avait coché, il a coché l'étape 2, il a coché l'étape 3. Et voilà, sur l'abandon sur le Tour de Pologne, ça a pas été clairement, mais ça a été insinué, quoi. Si on comprend, faut lire un petit peu entre les lignes, quoi. Ok, Thibaut, écoute, on va faire un petit. Écoute, c'est pas mal. Finn Fisher-Black, dans ces cas-là, ça peut être pas mal pour une place. Honnêtement, ouais, même pour une place, en fait, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une triple chance. Ah oui, moi je suis sur. Ouais, c'est ça. Moi je suis sur Pedersen, Langelotti, Finn Fisher-Black. Voilà, je suis sur les trois vainqueurs podium. Donc les trois vainqueurs, ils sont autour de 20 à peu près. Voilà, les cotes entre 19 et 21. Donc ça nous ramène, je pense, des top 3 aux alentours de 5. Donc derrière, il faut faire une petite répartition de bankroll. On va dire 0,0. Allez, je mets quand même un peu plus de chance pour Pedersen et Langelotti à 0,02% de bankroll. FFB, je le mettrais plutôt à 0,01. Et puis ensuite, des top 3, on va dire à 0,06 pour Langelotti et pour Pedersen au niveau des top 3, et peut-être un petit 0,05 pour Finn Fisher-Black. Voilà, ça te fait une petite répartition, ça te fait un petit billet de 20 balles sur une bankroll à 10 000 euros pour miser sur les 3 vainqueurs top 3. Si jamais, petit billet de 20 balles encore, même pas, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu. Les top 3 sont sortis, j'ai pas regardé. Les top 3, j'ai pas vu les top 3 encore. Alors, parce que moi, quand je te parle de triple chance, je te parle pas forcément de triple chance. Ah oui, d'accord, ouais, carrément prendre un des 3 vainqueurs, quoi. Non, triple chance podium, je te parlais pas d'une triple chance podium des noms que t'as dit. Oui, d'accord, oui, triple chance vainqueur, ouais. Non? Toujours pas Vincent. D'accord, ok, bon. Non, d'une triple chance podium Bora, en fait, avec Finn Fisher-Black, Jay Hindley et Matteo Sobrero. Parce que quand je vois que, par exemple, imaginons que la montée soit rendue super dure par des équipes de leaders et que ce soit beaucoup plus explosif qu'on le pensait. Est-ce que Jay Hindley, tu le rentres pas dans le lot en sachant que ça fait partie des leaders qui ont l'un des meilleurs coups de poing, en fait. Ça fait partie des grimpeurs, ces grimpeurs très bons sprinters. Parce qu'il est coté à 100, donc la cote podium peut être intéressante. Et puis même ce lead out, imaginons que Finn Fisher-Black soit pas aussi bon, mais que Matteo Sobrero le soit autant. Sur ce type d'effort, Matteo Sobrero, en termes de sprint, s'il a sa carte, il a rien à envier à personne. Il est à 250 en vainqueur. Est-ce que moi je vais pas réfléchir à une triple chance podium avec les 3? En sachant que, tu vois, la cote de Finn Fisher-Black va pas être autant impactée au vu de la cote de ces deux coéquipiers. Oui, ça s'entend. Oui, non, de toute façon, la Bora, ils sont très très équipés. Ou alors il y a des books qui nous proposaient ça. C'était pendant le Tour de France. C'était pas l'équipe vainqueur, c'était le meilleur coureur de l'équipe. C'était pas mal ça. Ça, c'était pas mal. Mais là, du coup, c'est peut-être un peu plus prise tête avec la Bora. Enfin, la Red Bull, pardon. Vu que le sponsor est majoritaire. Et encore, on devrait dire les deux sponsors par respect pour ceux qui payent. Du côté des match-up, Thibaut, alors, si j'écoute un petit peu ce que tu nous as dit, mais que t'as pas le droit de dire, Archie Ryan, en match-up équilibré contre David Gaudu, 1,83 pour les deux, ça peut être pas mal. Ouais, mais Archie Ryan, il a quoi comme rôle dans l'équipe Voilà, c'est ça. Enfin, je veux bien, mais l'équipe, en fait, elle est super ouverte. Hein. Pour moi, c'est Nerukar le leader là-dessus. Ouais, c'est Nerukar, mais par exemple, si Nerukar est pas si bien, Sean Quinn, il peut faire quelque chose. Archie Ryan, il a son mot à dire. Et puis, il peut y avoir des sortes de moments de flottement un peu, où il y a un mec qui attaque à quelques hectomètres, qui surprend un peu, qui est pas suivi, on lui laisse quelques mètres et il résiste et il va jusqu'au bout. C'est tout à fait dans le tempérament d'un Esteban Chavez, par exemple. Oh ouais, maintenant Chavito,
C'est pas, Oui, non, je mais l'attends pas du tout sur ce terrain-là, moi. Non, moi non plus. Mais je te dis ça parce que c'est pas non plus impossible qu'on ait un mec qui aille, par exemple, profite d'un petit moment où ça se regarde un peu en chien de faïence et il prend quelques mètres qui vont s'avérer lui être précieux. Hein. Ouais. Et puis derrière, il lâche plus la Vuelta, il la remporte un petit peu à la Chris Horner 2013. Horner, ça avait démarré comme ça. Abusant. Oui, bon, abusons pas non plus. Hein. Tu vas pas gagner 10 minutes sur un mouvement comme ça. Non, mais Horner avait pas gagné 10 minutes. Hein. Horner avait, il partait vraiment. Enfin, Nibali lui a collé au basque pendant toute la Vuelta. Il a pas mis un trou. Mais sauf que au départ, c'était sur une ascension de côte comme ça. Il se barre, il le laisse un peu partir, mais il prend pas grand chose. Mais derrière, sur le reste, c'était, je crois que c'était dans l'Angliru d'ailleurs. Il me semble l'étape qui a remporté par Kenny Elissonde. Mais c'était dingue quoi, pendant toute l'ascension. Moi à l'époque je commençais à parier sur le vélo, j'avais joué Nibali sur cette Vuelta. Et pendant toute l'ascension, tu te dis il va le décoller. À chaque fois, l'autre papy, 43 ans, pour moi ça reste le plus grand mystère de toute l'histoire du vélo. Hein. La victoire de Chris Horner sur la Vuelta 2013 à 43 ans, ça a 42 ans et demi, ça pour moi je m'en suis jamais remis. Hein. Mais ça peut, et ça avait démarré sur une sorte de talus un peu, comme ça. Je crois que la cote de sa victoire ce jour-là, elle était à 500. Enfin c'était sa victoire sur la Vuelta, elle devait être à 500 aussi. Enfin c'était complètement improbable. Enfin bref voilà, les histoires d'anciens combattants. Moi il y a un truc sur, tu parlais de Chavito, moi je pensais à un autre Colombien. Il y a pas trop de mystère là-dessus. Hein. Sur oui, mais j'ai même envie de te dire sur Chris Horner, même si, alors c'est pas beau, hein, c'est pas bien, hein, mais même s'il a été un petit peu aidé par, s'il a été un petit peu aidé par des pouvoirs magiques, je pense que même à 43 piges, c'est quand même chaud, quoi. Tu vois, c'est quand même chaud. Et effectivement, ouais, je crois que le lendemain matin, il me semble que quand il y a eu une histoire là, je crois qu'il y avait il avait déjà pris l'avion au moment où il devait y avoir un contrôle. Enfin, il y a eu un truc, il y a eu un petit cri, un malentendu, on va dire. Voilà. Mais bon, en tout cas, il l'a. Ah, mais ouais, quand je te cite Chavito, tu vois, par exemple, celui qui a peut-être un peu plus de chance de faire ce type de mouvement, tu vois, c'est un Santiago Buitrago. Souvent il sent bien les coups, hein, comme ça, pour potentiellement anticiper un petit sprint assez punchy et réussir à résister. Il nous l'a fait en début de saison, hein, du côté d'une étape où Milan fait une très bonne place, hein, donc moi je voulais bien Vine. Oui, Vine aussi, pourquoi pas, ça fait partie, je pense que c'est les deux qui se placent en tête de liste pour ce genre de truc. Totalement. Ok, Thibaut. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur cette étape de la Vuelta. Ouais, j'ai ouvert les match-ups du coup parce que je les avais pas du tout ouverts. Regarde, rien de spécial, rien de choquant. Non, après, si on est dans la logique Pedersen, du coup, Pidcock à 2 devant Ciccone. Si Ciccone lui fait le lead-out, mais enfin bon, après, si on se plante de logique, ça fait double perte, donc ça, c'est pas dingue. La petite interview du fils Vinokourov, quand je sais plus qui était je crois que c'est Thomas Biel qui était au micro d'Eurosport au bord de la course, hein, je suis pas sûr. Exactement, oui. Ouais, quand il lui a demandé qui voyait remporter des étapes pour Astana, il a un peu hésité et il a répondu Higuita. Donc ça veut dire qu'il a peut-être des indices de forme sur Sergio Higuita, parce que sur ce type d'ascension, un Sergio Higuita en forme, logiquement, ça doit taper Valentin Paré-Peintre. Hein. Valentin Paré-Peintre, il a du punch, mais sur les efforts courts, c'est pas ce qu'il préfère. C'est pas. Te dire sur un Higuita en forme, même sur ce type de profil, c'est un candidat très net au minimum au podium. Hein. Sergio, ouais. Après, il fait pas une saison. Il revient un petit peu, mais il fait pas une saison. Non. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai pas d'indice sur sa forme, etc. Mais enfin, c'est quoi? C'est du côté de l'Algarve sur qui est souvent sur c'est quoi, l'Alto da Foia, où souvent il est très bon. Ah oui, c'est un peu ce genre de truc, tu vois. C'est un peu ce genre de montée, donc ça correspond un peu à ce genre de truc. D'ailleurs, Alto da Foia, on rappellera quand même que Pippo Ganna avait très bien résisté sur ce type de montée en mode grosse machine de watts, et ça me fait un parallèle supplémentaire pour Mats Pedersen. Ouais, totalement, Thibaut. Bon, on passe à la Belgique.
Et passons à la Belgique où, encore une fois, je vais te laisser totalement la main. Non, ouais, 5e et dernière étape du Renault 8 Tour. Alors, sur le papier, on pourrait se dire que c'est un profil qui ressemble à la 4e étape, donc qui a vu la victoire de Tim Merlier. Sauf que, alors on est à peu près sur le même dénivelé, sauf qu'il y a quand même des ascensions. Alors, on reste sur des ascensions courtes, des ascensions de 400 mètres, sauf qu'à la différence de la 4e étape, on avait plutôt rassemblé les ascensions compliquées sur la première moitié du parcours. Là, c'est plutôt l'inverse. On a vraiment une succession d'ascensions ramassées en direction de Louvain. Aujourd'hui, donc ça a été sprint, ça a pas vraiment attaqué. Il y a un bon groupe qui est parti avec Lucas Kubis et le copain d'AG2R, Dries de Bonte, qui a failli aller au bout d'ailleurs. Là, si on prend le classement général, donc on a Arnaud Delis qui a une petite seconde d'avance sur Mathieu Van Der Poel et 20 secondes d'avance sur Tim Wellens. Moi, je pense que du côté des UAE, on joue pour gagner. Je pense qu'on n'a pas renoncé à la gagne. En plus, Tim Wellens avait été malade après le Tour de France, donc il espérait reprendre un petit peu la forme au fur et à mesure de ce Renault 8 Tour. Là, je pense que cette étape d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour récupérer, avoir une petite surcompensation pour la dernière étape. Donc, si on prend le classement général, Delis, une seconde d'avance sur Van Der Poel. Ensuite, on a Wellens à 21 secondes. Bon, Olaf Koy, je le sors un peu du jeu. Il est 4e à 46 secondes. Je le vois pas tenter de grosses offensives. Ce que je note, c'est qu'on a Florian Vermersch qui est à 59 secondes à la 12e place. Donc, du côté des UAE, on peut tenter un move de loin avec Florian Vermersch dès le début de l'étape, dès les premières ascensions, pour essayer d'isoler Arnaud Delis, faire travailler ses équipiers le plus possible. Ce qui est intéressant pour Mathieu Van Der Poel, c'est qu'on peut aussi sacrifier Tibor Del Grosso dès le début de l'étape. Il est 7e à 52 secondes. Donc, je vois bien un groupe de mecs assez dangereux au classement général tenter un move de loin. Si Arnaud Delis saute dans les pattes, il va s'épailler dès le début de la course. Donc là, ça va être véritablement aux équipiers d'Arnaud Delis de faire le travail. Ils vont avoir une grosse journée. Maintenant, il a qu'une seconde d'avance. Je pense qu'il va se faire attaquer et qu'ils vont lui coller la pression. Et voilà, pour moi, il y a un mec qui est suffisamment malin pour tirer les marrons du feu et regarder un petit peu tout ça et tréfler un peu tout le monde dans la dernière ascension. On a un dernier petit talus à 7-8 km de l'arrivée qui me semble parfaitement taillé pour lui et à l'usure il peut les avoir. Pour moi, c'est Mathieu Van Der Poel. Donc je vais partir sur la victoire de MVDP, la cote à 6. Ça te paraît un peu Non, ça s'entend au vu de ce qu'il nous a montré l'autre jour. Pour moi, pour moi, on peut pas avoir la même étape que ce samedi. Surtout dernière étape, ils vont en plus Arnaud Delis, on l'aime, c'est un émotif. Je pense que ce soir, il va pas forcément bien dormir. Il revient de loin, quoi qu'il arrive, il aura fait un beau Renault 8 Tours. Mais je pense que à la fois, je pense que les UAE surtout. Je pense que dans leur tête, ils sont en train de se dire, en vrai, on peut le taper, quoi. Je pense que Delis, pour les UAE, il paraît complètement prenable. Et ils s'en foutent, Wellens, faire 3e ou 10e, ils s'en foutent, quoi. Tu vois. Et je pense que Van Der Poel, il est assez malin pour profiter de tout ça, en fait. Ouais, et puis, ça reste un gagneur. Et puis, je pense qu'au vu du profil, en fait, et puis, de ses envies, Mathieu Van Der Poel, il va pas passer 2 journées tranquilles, Il utilise un peu ce Renault 8 Tour en mode intervalle très, il fait qu'avant le VTT, donc demain ça risque aussi d'être un peu, on va dire, sa séance d'intensité. Ouais, complètement, ouais. Ouais, je pense qu'il a juste à envoyer Del Grosso devant. L'intérêt des lotos, ça serait qu'une échappée matinale aille au bout, mais il y aura des mecs dangereux forcément dans l'échappée matinale. Il y a trop. Puis, Mathieu, dès qu'il se met à embrayer, on l'a vu l'autre jour, qui pour le suivre. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir, en tout cas, je pense qu'on va avoir un très gros spectacle sur cette dernière étape du. Ça va partir de loin. Ouais. Je suis quasi sûr. Même si, je le dis pour tout le monde, d'un point de vue affectif, j'aimerais beaucoup une victoire d'Arnaud Delis parce que c'est un mec qui fait. D'ailleurs, il a dit en interview qu'il avait retrouvé l'amour du vélo, donc nous ça tombe bien, on a l'amour d'Arnaud Delis, donc c'est parfait. Mais voilà, MVDP à 6, un petit 0,1% de bankroll pour la victoire d'MVDP. Toi, t'as un petit prono sur cette étape, Thibaut? Je vais te suivre sur MVDP. Au vu de ce que j'ai vu du côté de Grandmont, il n'y a pas grand chose à dire. Les faits parlent d'eux-mêmes.
Ah oui, non, oui, il est et puis ouais, il est bien. Encore une fois, voilà, Tim Merlier est favori des books à 4,5, donc pour moi, voilà, ça laisse encore une fois une petite value derrière. Merci beaucoup Thibaut. Donc je rappelle, on va te retrouver, donc ceux qui sont intéressés, donc le podcast L'échappée de Winamax, donc ce dimanche à 18h. Donc je crois que c'est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Wina, c'est ça ? Exactement, à 18h, en compagnie de Pierre Amiche et de Romain Watrin. D'accord, et parfait, magnifique, incroyable. Et puis vous avez aussi la rediff je crois en podcast et aussi sur la chaîne YouTube de l'échappée. Ta preview à pas louper bien évidemment sur le site Vélo Futé. Voilà, donc avec tu vas faire une analyse de la Bora, voilà, tu vas te mettre dans la peau de la Bora pour la deuxième étape de la Vuelta. Enzo. Ouais, je pense que je le ferai demain matin. D'accord. Je pense que je le ferai demain matin un peu. Là, je vais aller me reposer un peu et puis on fera ça à tête reposée. Je pense que je vais rêver du plan pendant la nuit et je vais l'appliquer sur le papier. Parfait, tu sais qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast le matin en se réveillant. Je pense qu'il y en a aussi qui nous écoutent en allant faire leur sport. Quentin Béza qui nous avait dit que des fois il mettait le podcast en allant s'entraîner. Donc voilà, donc pour certains peut-être que c'est déjà le cas. Et puis Enzo aussi, ses previews sur son site The Big Gear et vous le retrouvez également sur Twitter, Analyste Phoenix. Merci beaucoup Thibaut et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu. Allez, ciao. Ciao les amis.